Donc, Malik Dekoun, je suis le responsable d'exploitation anti-Guyane pour Sogedex. Aujourd'hui, je suis venu insister aussi auprès des maîtres d'ouvrage sur ce qu'on a besoin pour mettre en œuvre un chantier de désamiantage. Alors, notamment pour les très grosses opérations. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on fait du désamiantage, la base de tout, c'est le repérage. D'accord, du bon repérage. Donc ça a un coût, un repérage. On ne peut pas aller toujours chez le moins-disant parce que du nombre de prélèvements va découler le désamiantage derrière. Et que bien souvent, une entreprise, des professionnels comme nous, on sait lire un diagnostic et on sait voir les failles du diagnostic. Donc vous commencez des opérations avec des budgets qui changent au cours de l'opération parce que nous, on va mettre en évidence des matériaux qui n'ont pas été diagnostiqués. C'est-à-dire que quand vous mettez une consultation pour faire un rapport avant travaux ou un rapport avant démolition, bien souvent, on regarde les coûts. Et bien souvent, celui qui a le coût le plus important, c'est celui qui va faire le plus de prélèvements. Mais mieux vaut faire des prélèvements qu'avoir des mètres carrés à enlever. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Ensuite, lorsqu'on met en œuvre des chantiers, comme vous pouvez le voir, notamment en Guadeloupe, mais actuellement, j'ai un gros chantier qui est situé à Gaudissart, qu'on peut voir du bord de la route, qui est en thermosoudé complet. Le nerf de la guerre, ça va être la puissance électrique que l'on nous donne. C'est-à-dire que sur ce chantier, la mise à disposition du départ électrique était à charge du maître d'ouvrage. Moi, à l'étude, j'ai demandé 300 kVA. On m'a donné 180 kVA. Et 180 kVA fait que je ne peux mettre que 7 personnes dans un énorme chantier à travailler. Parce que tout ce que l'on met en œuvre, notamment lorsque l'on ponce des enduits, ce que l'on retrouve le plus couramment, sur les bâtiments, notamment ceux qui ont été faits entre 60 et 97, les matériels que l'on utilise sont énergivores, d'accord, en électricité. Donc, alors, ça c'est une chose. Ensuite, on a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui nous disent, bon, voilà, vous avez le marché, le chantier, il faut le commencer dans les 2 mois. Sauf que nous, on est prêt à le commencer. Sauf que pour avoir cette puissance électrique, ça passe par EDF. Et EDF, il faut savoir que lorsqu'on demande des grosses puissances, c'est entre 6 et 8 mois de délai pendant lequel on ne peut pas commencer. On peut faire des travaux de confinement, on peut faire des travaux préparatoires, mais on ne peut pas démarrer en dépose. Donc, lorsque l'on a cette problématique, eh ben, on a derrière des problématiques de délai. Et ce sont des délais qui sont incompressibles. Donc ça, c'est une chose qui engendre des coûts. Ensuite, je voulais parler aussi, dès qu'on a un chantier en extérieur, on doit bien souvent faire des zones d'approche en extérieur du chantier. Donc ce sont des chantiers qu'on a l'obligation de faire gardienner, ce qui engendre des coûts. Alors gardienner, généralement, une entreprise de désamiantage, elle démarre très tôt, parce qu'on travaille par rapport à la température. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réglementation, elle nous dit qu'on ne peut pas faire plus de 3 vacations par jour. Et dans ces vacations, on ne peut pas excéder 6 heures de travail par jour. Mais 6 heures de travail avec le temps de travail, donc 3 vacations de 2 heures. Ça, c'est la théorie. D'accord ? Tout en sachant que la vacation démarre au moment où la personne s'habille. Pour s'habiller complètement et rentrer dans une zone, il faut à peu près 15 minutes. Si vous retirez la décontamination que l'on a à la sortie de zone, dans une journée, on travaille entre 3h30 et 4 heures de travail effectif sur un chantier. 14 heures, on a terminé. Donc bien souvent, on doit faire gardienner le chantier de 14 heures à 6 heures du matin, le week-end 24 heures sur 24, et les jours fériés également, ce qui engendre des coûts. D'accord ? Ensuite, j'avais une chose importante à dire, c'est sur tous les bâtiments vétustes. Alors je sais que ce n'est pas forcément dû aux personnes qui sont derrière ces opérations, qu'il y a des fois des problèmes de financement, mais que lorsqu'on attend, je vais vous citer un exemple, là je viens de prendre un bâtiment dans un hôpital du Sud, où on me dit,
on est pressé. Moi, le premier devis de ce bâtiment, je l'ai fait il y a 24 ans. D'accord? Je l'ai refait 15 fois, le devis. Mais aujourd'hui, il y a un financement, donc tout le monde est pressé. Sauf que ce bâtiment a été fait avec du sable de mer, que les fers à béton sont apparents, et que moi, on m'a signé le marché, mais j'ai demandé un diag structurel du bâtiment, parce que je n'ai pas envie, ce qui est déjà arrivé dans d'autres corps de métier, avoir des opérateurs qui passent à travers ce bâtiment. Et je m'entends répondre, non, c'est urgent, on est pressé. Mais on est pressé, mais je vous répète, moi j'ai fait le premier devis il y a 24 ans. Je parle de sécurité, donc on peut encore attendre 1 an, ou 5 mois, 6 mois, mais de manière à travailler en sécurité. Ensuite, dans un chantier de désamiantage, je vais vous parler des coûts annexes. Lorsque vous montez un gros chantier en désamiantage, alors, un petit chantier ou un gros chantier, ça se monte de la même façon. Ce qui va être différent, c'est l'aérolique, c'est-à-dire le nombre d'extracteurs d'air que je vais mettre en œuvre pour pouvoir travailler en dépression. D'accord? Et la problématique, elle est plus pour les particuliers. Parce que lorsque vous annoncez les prix, les coûts pour un particulier, c'est une problématique parce qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il y a à mettre en œuvre pour un chantier de désamiantage et qui ne peuvent pas en supporter le coût. Sur une opération de désamiantage, notamment sur les grosses opérations, on a toute une installation électrique sur la base du départ qu'on nous fournit à mettre en place. D'accord? Mais il faut que chaque personne, à tous les niveaux d'un bâtiment, puisse se brancher en air, en électricité. Donc ce sont des très grosses installations électriques. Et quand je fais visiter un chantier à des maîtres d'ouvrage, ils prennent compte de l'ampleur. C'est-à-dire que moi, je n'arrive jamais, ça m'est arrivé, qu'on me dise, tenez, vous avez une prise ici. Non. On fait une installation électrique et on la fait valider par un bureau de contrôle. Chaque câble est dimensionné par rapport à ce qu'il doit alimenter. Ensuite, on a des obligations. C'est-à-dire que sur une opération de désamiantage, vous avez des garde-fous. C'est-à-dire que j'arrive dans un bâtiment, on m'a dit, OK, votre prix est le mien, allez-y, démarrez. Il faut savoir que 30 jours avant le début des travaux, je dépose un plan de retrait sur une plateforme qu'on appelle Dématamiante. Ça, c'est depuis le 1er février. Donc, en fonction des éléments que je vais mettre, j'ai des carrés verts qui s'allument. Tant que tous les carrés ne sont pas verts, je ne peux pas démarrer l'opération. D'accord? Quand tous les carrés sont verts, j'ai un accusé réception. Il y a 30 jours pour me faire des observations. Passé ce délai, je peux attaquer. Ces 30 jours, je vais les mettre à profit pour faire ce qu'on appelle des états initiaux. C'est-à-dire que je vais consulter un bureau de contrôle spécialisé qui va me faire une stratégie de prélèvement. La stratégie de prélèvement concerne 3 points. Les analyses avant travaux, parce que le résultat de ces analyses, c'est-à-dire je veux savoir est-ce qu'il y a des fibres en suspension dans l'air avant que je démarre. Si je suis à 0, que les matériaux ne sont pas dégradés, je peux faire mon confinement en bleu de travail. D'accord? Si jamais la valeur, le seuil, il faut que ce soit inférieur à 5 fibres par litre d'air, si jamais c'est supérieur, à ce moment-là, c'est plus la même chose, parce que j'ai une dépollution à faire du bâtiment, avant de pouvoir mettre en place mon confinement. Ensuite, cette stratégie de prélèvement va me faire des validations de processus. Alors, un processus, qu'est-ce que c'est? C'est de savoir, c'est une fiche qui représente un matériau, une technique pour enlever ce matériau. C'est-à-dire que quand je ponce des enduits sur un mur, j'ai 2 processus. J'ai un processus pour le ponçage et les angles des murs, je ne peux pas les poncer. Donc j'ai un processus pour le piquage de ces angles. D'accord? C'est 2 processus différents. Nous, on nous impose un chantier test lors de la mise en œuvre d'un nouveau processus. Bon, il faut savoir qu'une entreprise comme TSA Sogedec, on a 65 processus différents. Donc, on me demande un chantier test, et quand ce chantier test est fait, 3 validations d'empoussièrement sur 12 mois glissants. D'accord? Donc, sur 12 mois glissants, si j'ai démarré ma première validation le 11 mai, eh ben, il faut qu'au 11 mai 2024, j'ai pu valider 3 fois. D'accord? Et chaque année, c'est remis en œuvre. Donc, ce sont des coûts que supportent les maîtres d'ouvrage.
D'accord? Ensuite, à la fin d'un chantier, j'ai une obligation. C'est-à-dire que mon chantier est confiné, il est terminé, on a fait un nettoyage fin. Deux choses. Ou c'est une réhabilitation. Et je dis au maître d'ouvrage, parce que sur une réhabilitation, même derrière moi, le maître d'ouvrage a des obligations. Notamment celle de mandater un bureau de contrôle pour faire un examen visuel des surfaces traitées. Ce n'est pas moi qui le mandate, ce n'est pas moi qui le chiffre. C'est en plus de la mission. D'accord? Donc il mandate ce bureau de contrôle. Moi, je l'alerte que j'ai fait un contrôle visuel interne et que mes résultats sont concluants. On fait passer un bureau de contrôle officiel qui va venir une première fois sous confinement, qui va réaliser un contrôle des surfaces traitées. Deux choses, où ça se passe bien, où il remarque que dans des angles, par exemple, c'est souvent le problème des angles, il reste des matériaux suspicieux. Donc il va faire des remarques et il va nous demander de les retirer, ces matériaux. Si ça se passe bien, on procède, nous, à ce qu'on appelle des analyses de première restitution. Donc on fait passer un bureau de contrôle. Mais pour vous donner un ordre d'idée, au balisier, c'est 43 prélèvements. D'accord? Pour restituer un bâtiment comme ça. Donc 43 prélèvements, si vous multipliez par, allez, on va dire 600 €, c'est juste les restitutions. D'accord? Donc ce sont des coûts importants. Et en plus, derrière nous, quand j'ai fait ces restitutions, entre le moment où on les fait et le moment où on a les résultats, il s'écoule 10 jours, généralement. Ces 10 jours, le chantier ne peut pas être arrêté tant que je ne sais pas, tant que je ne suis pas sûr que je n'ai plus de fibres en suspension dans l'air. Les résultats arrivent, ils sont favorables. À ce moment-là, je peux déconfiner mon chantier. Le maître d'ouvrage fait repasser ce bureau de contrôle qui va refaire un examen visuel après déconfinement. D'accord? Et à partir de là, nous, on s'en va. Si c'est une réhabilitation, il faudra que le maître d'ouvrage procède à des analyses de fin de travaux. D'accord? Pour avoir une objectivité. Derrière, on a la problématique des déchets. Alors, qu'est-ce qu'on fait des déchets? Il faut savoir que lorsqu'on fait du ponçage, on a de l'ensachage automatique. D'accord? Mais c'est une première enveloppe. C'est exactement comme le personnel. Le personnel, quand il fait une vacation, il doit sortir de la zone de travail. Et pour sortir de cette zone de travail, il doit respecter un protocole. Donc ce protocole, il va passer à travers 5 sas de décontamination. Il va s'aspirer une première fois. Il va se doucher, habillé. Les eaux sont récupérées, filtrées, et on fait des analyses de ces eaux. Après, elles seront évacuées à tout à l'égout. D'accord? Il va passer dans un autre sas où il va pouvoir se déshabiller. Puis un 4e sas où il va pouvoir, toujours avec son masque, à ce moment-là, il est nu. D'accord? Il a son masque. Ses bottes sont restées en zone. Il va reprendre une douche. À ce moment-là, il pourra retirer son masque, le poser, prendre une douche d'hygiène. Il arrive dans le 5e sas, il met ou un peignoir ou une combinaison et il a un temps de repos de 30 minutes. Ces déchets sont considérés comme amiantés, bien évidemment. Donc il faut multiplier, par exemple, en Guadeloupe,